Et j'ai le plaisir d'appeler Marie Guilloton. Marie Guilloton, responsable d'activité emballage du pôle Food and Pack Solutions de l'Adria, accompagnée de Régis Courtin, fondateur dirigeant de l'agence Donnons du Sens. Alors merci aux deux experts de me rejoindre. Alors avec Marie Guilloton, l'enjeu, c'est effectivement de déployer tout le cycle de vie de l'emballage. Elle nous rejoint. Voilà, il faut traverser. Nous sommes nombreux ce matin au CEFIA. Et Régis Courtin également me rejoint avec sa présentation qu'il va falloir mettre sur l'ordinateur au fond à gauche. Rejoignez-nous ensuite. Merci, bonjour à tous. Alors je présente l'Adria, c'est un centre technique qui a pour vocation d'accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur développement. Une forte composante transition du futur, 3 axes clés, la formation, la microbiologie et puis le pôle Food and Pack Solutions. Vous aidez et vous accompagnez les services R&D pour trouver des nouvelles solutions d'innovation, notamment à travers des projets collaboratifs. C'est aussi tout l'ADN en fait, de l'usine agro du futur. Alors, vous êtes avec nous, venez au centre en tant qu'experte emballage, que l'on vous voit bien. Je rappelle que la conférence est retransmise sur mycefia.com. Alors avec vous, on veut avoir une vision d'ensemble du cycle de vie de l'emballage pour savoir de quoi on parle, où sont placés effectivement les différents poids carbone dans ce cycle de vie. Oui, on peut dérouler sur la diapo suivante. C'est à vous de le faire. Oh là là, formidable. Oui, donc moi sur ce sujet de la diminution de l'empreinte carbone sur les emballages, je ne vais pas vous présenter un projet en particulier. Je vais laisser les prochains intervenants, dont Régis d'ailleurs, vous développer vraiment des projets précis. Moi, je vais plus vous planter le décor, en fait, vous donner quelques éléments de contexte et puis surtout les leviers que vous pourrez activer pour réduire l'impact carbone de vos emballages. Alors déjà, premier point, toutes les thématiques aujourd'hui sont sur le côté empreinte carbone, parce qu'effectivement, tout ce qui est réglementation, toutes les instances sont plus focusées sur la décarbonation de l'économie. Mais ce qu'il faut avoir en tête, et ça a été expliqué très bien par les intervenants précédents, c'est que l'impact carbone, l'empreinte carbone, c'est vraiment qu'une partie de tous les impacts environnementaux qui peuvent être liés à un produit ou un emballage. Il y a d'autres impacts qui vont être liés à la pollution du sol, à la santé humaine, aux impacts sur les consommations d'eau, et il y a également d'autres impacts sur l'air que simplement l'empreinte carbone. Donc moi, les exemples que je vais vous donner, les bonnes pratiques sur la réduction de l'impact carbone des emballages, en fait, ça va plus parler au global de tout ce qui peut impacter l'environnement et pas que le carbone. Hop. Un point... Il y avait une question. Non, allez-y, voilà. Donc le cycle de vie. Le cycle de vie. Oui, donc ce qui est important quand on parle d'impact environnemental, c'est bien de prendre en compte en fait toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un emballage. Donc on en parlait du berceau jusqu'à la tombe. On dit également, on parlait de fourchette tout à l'heure. Là, c'est du berceau à la tombe, et de bien se dire que si je fais une action au niveau d'une des étapes pour réduire mon impact carbone ou mon impact environnemental, quels effets ça va avoir sur le reste de la chaîne pour pas être contre-productif, et notamment pour les utilisateurs d'emballage industriel agroalimentaire. Moi, je vous encourage à bien prendre en compte vraiment le couple produit-emballage, puisque une des fonctions principales de l'emballage, c'est quand même de protéger le produit. Et si en réduisant une épaisseur d'emballage, on arrive à un gros gaspillage alimentaire ou un gaspillage alimentaire tout court, là, pour le coup, on a tout perdu dans le... On ne peut pas faire l'économie de penser durée de vie et protection du produit. Tout à fait. Et pourquoi quelques petits éléments chiffrés pour illustrer mon propos. C'est d'autant plus important de prendre en compte donc, ce couple produit-emballage que ce qu'on voit, c'est que même si c'est variable selon les produits, en moyenne, c'est des chiffres de l'ADEME, l'impact de l'emballage sur tout le cycle de vie d'un produit, ça ne représente que 5%. Donc on voit bien que si
on gaspille du produit, on va impacter l'impact de la partie agriculture amont production pour simplement une réduction minime sur l'emballage. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire sur l'emballage parce que 5% ça reste quand même quelque chose et ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas le premier levier à activer mais ça fait partie des leviers à activer. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire justement pour réduire les impacts sur l'emballage ? Hop là. Alors, je suis désolée, il n'y a pas de solution miracle. Vous n'allez pas repartir de là avec la liste des emballages idéaux et de ceux qui sont à jeter. Ça s'étudie vraiment au cas par cas, en fonction de vos produits, en fonction de votre situation, de votre cycle de distribution, de vos usines. C'est pour ça qu'il y a des consultants, qu'il y a des gens qui sont là pour vous accompagner sur ces sujets-là, pour vraiment chiffrer précisément vos impacts. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a quand même des bonnes pratiques, du bon sens paysan, pour reprendre le terme de Régis, sur la réduction d'impact. Ça marche aussi bien pour l'emballage que pour le reste, c'est-à-dire que moins je vais utiliser de matières premières, notamment de matières premières fossiles à usage unique, moins je vais impacter mon environnement, plus je vais réduire mes distances parcourues, les kilomètres parcourus, l'énergie consommée, et puis plus je vais réduire mon gaspillage alimentaire, plus je peux me dire que je vais dans le bon sens pour réduire mon impact. Et si on regarde un peu plus dans le détail, au niveau de chaque étape, qu'est-ce que je peux faire sur mon emballage pour réduire son impact ? Et déjà, au niveau de la matière première, ça va être d'utiliser de la matière première recyclée. Ça semble logique, si je recycle de la matière, c'est pas de la matière neuve que je viens ponctionner dans l'environnement. Et en plus, en termes de production, en termes de transformation de la matière, c'est une matière qui demande moins d'énergie. Donc c'est des choses qui se font couramment depuis longtemps sur le verre, le métal, le papier, carton. Ça se développe sur le plastique. Alors quel plastique, quel matériau précisément ? Alors, si on parle, tout le monde a en tête le contact alimentaire. Donc, pour les emballages au contact alimentaire, le PET recyclé, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est validé pour le retour à l'aptitude au contact alimentaire, qui est encadré réglementairement. Et il y a des initiatives qui se développent sur d'autres matériaux, sur le PE, sur le PP, sur le PS. Alors, c'est des volumes qui sont beaucoup plus confidentiels parce que c'est d'autres systèmes de recyclage qui sont plus complexes et plus coûteux. Donc, il n'y a pas énormément de matière qui est disponible, mais ce sont des choses qui se développent, notamment grâce au plan de soutien dont on parlait tout à l'heure, plan de soutien financier. Recyclage mécanique pour le PET, ce qui permet d'avoir l'aptitude au contact alimentaire. Et recyclage chimique pour les autres. Voilà. D'où les questionnements. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. et les questionnements en cours. Techniques. Voilà. Et là, c'est pour l'aptitude au contact alimentaire, mais pour tout ce qui va être emballage logistique, là, il n'y a pas de problématique de contact alimentaire, donc on peut y aller sur les caisses de regroupement, sur les films de regroupement. Certes, il faut s'alimenter en matière, mais en revanche, on n'a pas cette problématique-là d'aptitude au contact alimentaire. Sur les parties suivantes de production, ce soit au niveau de la fabrication de l'emballage en lui-même ou du conditionnement de l'emballage, il y a aussi des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Sur la fabrication de l'emballage, par exemple, ça peut être de réduire des épaisseurs de matériaux, ça peut être de retravailler la forme de l'emballage. Une bouteille, par exemple, de base ronde va demander moins de matière pour être aussi résistante qu'une bouteille de base carrée. Donc il y a encore des choses qui peuvent être faites là-dessus. En plus, encore une fois, le fait de réduire les épaisseurs, de réduire les quantités de matière, on va utiliser moins d'énergie pour reproduire, moins de matière, moins d'énergie. Et puis du côté du conditionnement des emballages, c'est de se re-questionner sur est-ce que j'ai vraiment besoin d'un couvercle pour ma barquette de carottes râpées, pour prendre des exemples un peu connus. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un film de regroupement autour de mes bouteilles d'eau? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que dans mon process de fabrication, j'ai bien optimisé tout ce qu'on appelle toutes les freintes de production? Est-ce que je peux pas réduire mes pertes d'emballage? Est-ce que je peux pas installer des systèmes de tapis vibrants sur ma ligne de conditionnement pour tasser mon produit à l'intérieur de mon emballage sans le casser bien sûr, et puis du coup réduire la hauteur de mon sachet? Ça peut peut-être représenter que quelques dizaines de grammes, millièmes de grammes sur un sachet, mais sur des millions de sachets à l'année, ça peut valoir le coup. Encore une fois, ça faut que ça se mesure en termes d'impact. Et puis, là encore une fois, j'ai plutôt parlé des emballages consommateurs, mais bien sûr, sur la partie logistique, il y a des choses qui sont faisables, comme optimiser un nombre de tours de films de palettisation autour d'une palette, par exemple. Et puis, il y a
des systèmes également de caisses ou de palettes logistiques qui sont retravaillés pour être plus légères. Voilà, suppression notamment effectivement des emballages intermédiaires, des intercalaires sur les palettes. Alors prochaine étape. Sur la partie transport, là on l'a dit plus haut, à chaque, c'est pas que pour cette étape-là, mais à chaque étape de transformation, bien sûr, plus votre fournisseur va être proche de chez vous et plus vous allez livrer proche de chez vous, plus vos impacts vont être réduits. Donc il y a un travail qui peut être fait sur les distances parcouru, mais également sur l'optimisation des palettisations. Il y a des logiciels qui existent où vous rentrez la dimension de votre produit fini, ça vient vous calculer quelle est la meilleure caisse, quelle est la meilleure palettisation pour optimiser également votre transport. Et puis dans les nouveaux modes de distribution, on parle beaucoup du réemploi. Donc le réemploi, là c'est pareil, si on réemploie un emballage, c'est de la nouvelle matière qu'on ne va pas ponctionner dans l'environnement. Il faut juste faire attention au circuit logistique, mais ça, je laisserai Régis développer le projet sur lequel il travaille sur le réemploi de l'emballage consommateur. Mais il y a également, si ça peut sembler un peu compliqué à mettre en place, tout ce qui est réemploi d'un emballage consommateur, on peut se faire la main, entre guillemets, sur du réemploi d'emballage logistique. Et puis, si on parle de la diminution de l'impact sur tout ce qui est conditionnement, il y a également, ça se faisait beaucoup avant, ça revient à la mode sur un autre sujet, sur le sujet un peu écologique, mais il y a des reconditionnements, de machines de conditionnement, justement, des gens qui sont spécialisés dans le rachat de machines d'occasion, qui les remettent en état et qui les recustomisent pour que ça puisse correspondre à votre besoin. Alors, étape suivante. Étape suivante, sur le côté utilisation par le consommateur. Alors là, c'est pas directement un impact, une action qu'on va mener pour réduire l'impact de l'emballage, mais c'est l'emballage qui va pouvoir aider à réduire l'impact du produit en réduisant notamment le gaspillage alimentaire, en optimisant la vidange des emballages. J'ai un exemple en tête qui date un petit peu, mais d'un grand fabricant de yaourt qui avait des pots de yaourt de base rectangulaire et qui se rendait compte qu'on perdait quelques millièmes de grammes à chaque fois au fond du pot, et qui a retravaillé en fait son pot, donc c'est ce qu'on appelle la cuillerabilité, pour éviter justement de perdre cette matière-là. Et sur des centaines de tonnes mis en marché par an, ça permettait de faire la différence. On peut également, du fait qu'on retravaille l'emballage, mieux conserver le produit et éviter le gaspillage. Et à l'inverse, on peut également se questionner si l'emballage que j'utilise aujourd'hui, qui est plus lourd, qui est un emballage complexe et autres, est-ce que je peux le simplifier tout en gardant soit la même durée de vie, soit en gardant une durée de vie acceptable. Un produit d'épicerie qui a une durée de vie de 18 mois, est-ce que si je passe sur un monomatériau, sur un emballage qui est plus facile à recycler et que ma durée de vie passe à 12 mois, est-ce que dans mon circuit de distribution de vente, est-ce que c'est pas suffisant? Si j'écoule mes stocks au bout de 6 mois, j'ai peut-être pas besoin que le produit se garde 18 mois. Donc là, encore une fois, c'est de la réflexion, c'est du bon sens sur chacun de ces produits. Et enfin, la dernière étape, le Saint Graal pour tout le monde, à savoir la recyclabilité. Quel est l'intérêt d'avoir un emballage recyclable? C'est que ça permet justement d'alimenter cette boucle de matières premières recyclées. Aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir de la matière recyclée et les gens sont bloqués du fait de la disponibilité de la matière. Donc si on retravaille les emballages en les simplifiant, en enlevant des additifs, des colorants pour qu'ils puissent être recyclables, on va pouvoir alimenter cette filière-là de recyclage. Mais c'est pareil, c'est Théo qui fait des conférences demain sur la recyclabilité, qui vous expliqueront tout ça dans le détail. 100% effectivement d'emballage recyclable, c'est un objectif évidemment en cours de construction. On fera le point sur les filières qui sont en cours de construction, matériau par matériau. Oui. Donc là, voilà, je vais laisser la parole à Régis. À Régis. Alors Régis Courtin, vous êtes le fondateur, dirigeant de Donnant du Sens. Bonjour, votre micro fonctionne, on vous entend. Alors, vous avez fondé Donnant du Sens en 2017. C'est une agence qui mène des activités de formation et de conseil sur un domaine, l'éco-conception des contenants et des contenus. Votre fil rouge, c'est effectivement le diagnostic, puis la mise en place de stratégies pour effectivement aller vers l'éco-conception, la décarbonation. Vous menez également une veille réglementaire. Et aujourd'hui, vous allez prendre la parole pour vous faire le porte-parole justement d'une initiative qui a été menée avec les
sociétés Berny et Gelt. Un démonstrateur est présent sur l'espace Usine Agro du Futur. Il s'agit d'une initiative tournée vers le réemploi. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus sur ce projet ? Quel est l'apport des sociétés Gelt et Berny sur ce démonstrateur ? Alors merci déjà à tous et toutes d'être là, présents et présentes. Je crois que la décarbonation a du succès de plus en plus et en aura de plus en plus. Juste pour revenir un peu sur le sujet de l'agence, effectivement, nous sommes rennais. L'agence a été créée il y a 5 ans, sachant que on rencontre régulièrement des gens qui viennent nous voir pour ces métiers en fait nouveaux qui se dessinent. Et comme l'avait dit Olivier et auparavant Marie, c'est qu'en fait on est vraiment sur, je dirais, un bouleversement en termes d'économie et de fonction des produits et des emballages. Et il y a beaucoup de métiers qui vont se recréer, qui sont en train de se dessiner, de se créer. Alors pour ce faire, effectivement, juste, c'est important de le préciser, comme les personnes d'avant, les spécialistes l'ont dit, les choses sont en train de se construire. Donc nous, on a dans notre agence cette volonté de rendre accessible, en fait, là on parle d'éco-conception, rendre accessible l'éco-conception au plus grand nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, il faut les former en fait. Alors on a des formations sur 1 ou 2 jours. En 2 jours, un responsable de projet en entreprise, il peut prendre en main un projet d'éco-conception. Ça c'est important. Les grandes écoles s'y mettent de plus en plus. Je vois la Sorbonne, même Audencia à Nantes, que vous connaissez sans doute, commencent à intégrer dans leur cours de management et d'économie de gestion l'éco-conception, l'environnement. Mais c'est tout nouveau en fait. Donc les choses sont en train de se faire. Et vous, votre conviction en créant l'agence, ça a été de vous tourner pour être efficace, pour être efficient vers l'industrie. Alors c'est ça. Donc, en fait, nous on part du principe que déjà, alors, les industriels, il ne faut pas forcément les accompagner sur des mesures d'impact et d'environnement, il faut aussi les former en interne. Donc, alors les sensibiliser, les former. Donc la cible, parce qu'en fait, dans tout ce magma, dans tous ces intervenants dans l'économie, en fait, nous on a dit il faut agir en amont. Donc les industriels. Parce que si vous recyclez vos produits en bac jaune, c'est très bien. Mais c'est un peu subir. Donc avant, il faut agir au niveau des industriels. C'est ce qu'on a choisi de faire. Alors là, moi, je ne vais pas revenir sur le concept cycle de vie, forcément, sur tout ce qui a été dit. Ça a été très bien fait par Marie. Je vais juste vous illustrer de façon très concrète. On vient de faire une mesure d'impact. Donc c'est une barquette en inox. Alors, voilà, ça c'est des contenants inox de Berny, donc des contenants réemployables. Voilà, alors en fait, nous ce qu'on aime bien chez Donnons du Sens, c'est être en rupture par rapport à ce qui existe. On prend des risques et c'est sympa, et on aime bien les startups qui prennent des risques. Donc ça c'est fait par Berny, c'est une startup qui est à Nantes. Créée en 2020. Récemment, voilà, c'est ça. Donc on les a accompagnés sur la mesure d'impact de ce produit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vais revenir dans le détail après. Si vous venez nous voir au hall région Bretagne, usine décarbonation, on a créé une animation avec donc Berny et Gelt. Gelt qui est à Quimperlé, un fabricant, un équipementier breton de machines pour l'industrie agroalimentaire. Donc là, on présente sur le salon l'operculage d'une barquette en inox comparé à une barquette en polypropylène, donc plastique, usage unique. Donc on va revenir juste sur s'il vous plaît, sur la slide d'après. Alors, c'est vous qui avez la main avec la télécommande. C'est moi qui ai la main, ok, voilà. Très bien. Donc, petite flèche. C'est parfait. On ne va pas rentrer dans le détail. Je vous propose juste de regarder en haut à droite, en fait, le cycle. Alors, Marie a présenté un cycle de vie classique, ce qui est très bien, sur toutes les étapes. Et là, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le cycle de vie, on peut l'adapter par rapport à la situation, au contexte. Donc, le cycle de vie que vous avez en haut à droite, c'est le cycle de vie de la barquette Berny. Alors, je vais vous lire concrètement qu'est-ce qui se passe. Donc, Berny produit une barquette en inox, 16 grammes, qui est livrée à un industriel. On ne va pas citer de nom, il y en a beaucoup. Moi, j'ai bossé 10 ans chez Tipiac, mais il n'y a pas que Tipiac. Les pirates. Donc, en fait, l'industriel conditionne sur ligne, notamment, pourquoi pas une machine Berny, Gelt conditionne avec un operculage classique, la barquette en inox. La barquette est livrée en GMS. Donc il faut savoir que ce produit, si vous souhaitez le voir en magasin, il est déjà présent dans Super U, Carquefou, Nord de Nantes et je crois Leclerc à tout sud, à Nantes. Il y a 2-3 magasins, donc c'est déjà en place. Donc la barquette est livrée en GMS. Le consommateur, vous allez acheter votre produit alimentaire au rayon frais traiteur. Aujourd'hui, c'est le segment choisi.
Évidemment, vous mangez ce qu'il y a à l'intérieur chez vous, vous le rincez, vous ramenez la consigne. Alors aujourd'hui, la consigne est de 2 €. C'est pas énorme. Vous ramenez la barquette chez Super U ou Leclerc. Berny a un réseau de récupération, en fait. Il récupère les barquettes. Berny se charge de laver les barquettes. Avec des prestataires. Avec un prestataire et des conditions sanitaires qui vont bien. Et la barquette est réenvoyée dans un cycle chez un industriel agroalimentaire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a fait l'étude, parce que la question que l'on se pose, combien de fois la barquette va faire son cycle de vie, ce qu'on appelle le reuse. Donc nous, on a fait l'étude, on a demandé à Berny, concrètement, pendant combien de fois vous estimez que la barquette va faire son petit chemin? 40 fois. Donc on a fait l'étude sur 40 cycles. On aurait pu faire 100, on aurait pu faire 30, il faut bien trancher. Donc étude, ça veut dire étude d'impact, ça veut dire ACV. Alors voilà, parce qu'on a parlé pendant longtemps de l'ACV, donc nous faisons des ACV, des mesures d'impact environnementaux. Donc on a fait l'étude d'impact sur cette barquette, donc 40 réutilisations. Les 2 chiffres que l'on présente ici, parce qu'en fait c'est la thématique, la décarbonation. 2 chiffres. Donc cette barquette en inox est 3 fois moins impactante. Je dis bien 3 fois moins impactante en émissions de gaz à effet de serre équivalent de CO2. Qu'une barquette en polypropylène. Par rapport à une barquette en polypropylène, usage unique. Alors, pour être très franc et très pragmatique, quand Berny nous a proposé de faire l'étude, on était en cours de réalisation de l'étude et on était en cours de préparation du salon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on était engagé, quand on s'est engagé auprès de BDI pour être présent sur le salon, on n'avait pas encore les résultats. Heureusement, ils sont bons. Voilà. Donc là, c'est l'annonce du résultat aujourd'hui, effectivement. 3 fois moins d'impact équivalent de CO2, enfin émissions de gaz à effet de serre. Et deuxième chiffre que nous avons mis en tout petit, là, c'est 2,5 fois moins d'utilisation des ressources fossiles. 2,5 fois, c'est énorme. On aurait pu mettre d'autres chiffres, mais voilà, il faut. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à l'ACV, en fait, c'est Berny qui est propriétaire des chiffres. Nous ne faisons que le rôle d'analyse. Si vous souhaitez plus d'éléments, il faut aller voir Berny. Parce qu'en fait, c'est l'industriel qui est propriétaire de la donnée. Nous, on l'héberge sur nos serveurs, mais ils sont propriétaires. En tout cas, vous les avez accompagnés et vous avez rendu objectif effectivement les atouts environnementaux de cette solution. Une start-up qui a été accompagnée par le programme Futur Agro avec des industriels effectivement présents. Allez, je cite Sodebo, Brioche Fontenot et Petit Gaz. Ouais. D'autres industriels effectivement expérimentent l'usage de ces contenants en inox réemployables. La clé, mais on en reparlera demain parce que c'est aussi au programme de la matinée. La clé, c'est évidemment la diffusion du modèle sur tout le territoire avec bien des prestataires de lavage disséminés sur tout le territoire et puis des emballages qui soient standardisables. Mais c'est une filière en pleine émergence. Oui. L'idée ce matin, c'était de rendre effectivement visible l'accompagnement sur l'évaluation, le diagnostic et la mesure d'impact. Régis, au-delà de cet exemple, est-ce que vous auriez d'autres exemples qui seraient parlants pour le public de professionnels ici présents effectivement d'accompagnement pour rendre objectif une évolution en termes d'éco-conception? Alors oui, bien sûr. Alors si on parle d'agroalimentaire... Un exemple. Prenons un exemple. Allez, deux. Alors un exemple, l'agroalimentaire, on travaille avec le glacier Jean-Pi. C'est à Brest. Brest, bravo. Alors eux, en fait, ils ont un emballage pour les glaces en polypropylène. Ils sont venus nous voir pour nous dire, en fait, ils ont des remarques des clients de plus en plus, parce qu'ils ont 25% de la gamme qui est en bio. Alors quand vous affichez une glace artisanale bio, avec des emballages plastiques, et le plastique bashing, malheureusement, il faut faire face à ces contraintes. Donc là, on est en train de travailler sur un projet de réduction du plastique, parce que pour l'instant, enlever le plastique à 100% sur de la glace, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, je ne veux pas citer de marque, mais quand on vous propose des emballages avec un design très cartonné, avec de la glace à l'intérieur, il n'y a pas que du carton. C'est juste, les spécialistes le savent, il y a des barrières plastiques. Le problème de ça, c'est que quand vous avez carton pour plus plastique collé, pour le recyclage, c'est impossible. Donc ça veut dire incinération ou enfouissement. C'est ça. Si les éléments ne sont pas séparables, et combien même il le serait-il, que fait le consommateur chez lui? Donc effectivement, il vaut mieux aller vers le monomatériau. Il vaut mieux soit du monomatériau ou de séparable. Donc, je ne vous en dis pas plus, parce que c'est encore secret pour l'entreprise de Jean-Pi. Donc là, on est en train de travailler sur un projet de réduction plastique. Après, on est sur des projets aussi, alors c'est hors agroalimentaire, c'est de la cosmétique.
Mais dans la cosmétique aussi, c'est en pleine révolution. Il y a des contraintes sanitaires, des contraintes d'hygiène, de conservation des produits qui sont aussi énormes. Voilà, donc on est présent sur différentes filières. Entendu. Merci Régis pour ces illustrations. On peut applaudir nos deux intervenants pour ces illustrations de ce que l'on peut faire dans le domaine de l'emballage et du conditionnement. Vous le savez, on a des moments d'interactivité. Vous pouvez poser vos questions. Un micro circule dans la salle. C'est le moment si vous voulez avoir des précisions auprès de Marie Guyoton et de Régis Courtin. N'hésitez pas à vous signaler, que vous soyez assis ou debout. Nous sommes nombreux ce matin sur l'espace conférence du salon CFIA. Les questions peuvent être aussi posées sur le chat, nous les relayerons. Et j'ai effectivement une question devant. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Brendan Piriou, ingénieur R&D chez MITI. Et je me posais la question au niveau des barquettes. Il n'y a pas que le consommateur qui les lave, j'imagine qu'elles passent par une station de lavage. Et du coup, c'en était pour connaître un peu l'impact de ce lavage de ces barquettes. Est-ce que ça vient contrebalancer l'avantage en gaz à effet de serre? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus? Oui, bien sûr. Alors en fait, effectivement, alors on est parti du principe que le consommateur chez lui utilise, parce qu'il la rince la barquette avant de la ramener en GMS. Donc on a estimé 1 litre d'eau, 1 litre de rinçage. Le but, c'est qu'il ne la nettoie pas complètement de façon très 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 propre, parce qu'en fait, elle va être renettoyée. Donc dans la mesure d'impact, on a pris en compte effectivement un lavage de l'eau et des produits également, pour laver l'eau, dans le système Bernie en fait. Donc il y a deux étapes. Il y a une étape pré-lavage chez le consommateur et une étape lavage de fond avant la remise sur le marché. Et l'installation de lavage, c'est quoi par exemple? C'est, je sais pas, des laveurs de vaisselle ou c'est des gens spécialisés Alors ça honnêtement, j'ai pas la réponse. Vous savez pas, d'accord. C'est Bernie. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations techniques, il faut aller voir. Alors, ils sont à Nantes actuellement. Je sais qu'ils vont aller se déporter plus vers Paris pour centraliser, je pense, par rapport à la France. Hein. Alors, effectivement. Mais ça c'est leur process. Il faut aller les voir après pour avoir ces précisions-là. Ça reste voilà, D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Merci de vous présenter également avant de poser la question. Pierre-Olivier Steph, chargé d'affaires à l'Agence de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais une petite question. Donc, vous avez fait l'analyse sur 40 réutilisations, mais à partir de combien de réutilisations on est à la limite, en fait, finalement, puisque j'imagine que dans les calculs, vous comparez à 40 barquettes en polypropylène. Donc, du coup, à partir de combien, finalement, on est réellement sur un gain environnemental? À partir de combien de réutilisations? Alors, quand on fait une étude, on est vraiment dans du pratico-pratique. La première question que l'on se pose, c'est combien de fois pensez-vous que la barquette va être réutilisée? Bon, 40, c'est un objectif. Alors, sachant qu'il y a une chose que je vais vous répondre, que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, on a estimé qu'il n'y avait pas 100% des barquettes qui revenaient. Parce qu'elle est sympa, elle est jolie, on peut la garder à la maison, mettre les crayons, ou alors on la met à la poubelle. Donc on a estimé un taux de retour de 60%. Donc déjà, on met 40% de côté dans le calcul. Ce qui est réaliste par rapport aux premières expérimentations menées en magasin en Loire-Atlantique. Exactement. Donc on essaie de le plus concret possible. Il n'y a pas la meilleure solution, mais en tout cas, on se rapproche de la réalité. Ça, c'est une première chose. Après, votre question, c'était à partir de combien c'est mieux de prendre une barquette en inox qu'en PP. Je ne vais pas vous donner le chiffre parce que c'est encore confidentiel. J'ai le secret, c'est secret professionnel. Allez voir Bernie. Juste ce que je peux vous dire, c'est que c'est très tôt. C'est bien avant 40. Oui. Bien avant 40. C'est pas 40 où c'est mieux. C'est bien avant 40. Mais encore une fois, les infos, c'est leur propriété. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est important sur l'ACV. Là, on est en réseau B2B. Enfin, nous, on se dit B2B. Donc, en fait, les informations que nous avons données ici, on est dans un réseau B2B. Quand vous faites une ACV et vous donnez des résultats au grand public, il faut faire ce qu'on appelle une revue critique. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent. Alors, précisez ça veut dire ce que quoi? c'est. Ça veut dire que nous, on est un bureau d'études, on fait des analyses d'impact. Normalement, si Bernie demain veut communiquer au grand public, il faut que notre étude soit validée par un autre cabinet. Alors, pas les résultats, la méthode. C'est déjà pas mal. D'accord. Et il n'y a pas d'agrément des agences, en fait, c'est chaque évaluation, méthode par méthode qui est évaluée.
En fait, vous avez l'ISO 14044, hein, c'est une méthode, voilà, il suffit de respecter. Nous, on prend la méthode ISO 14044, on est reconnu, on bosse avec l'ADEME, on fait les mesures d'impact, voilà. Aujourd'hui, voilà, après, nous, on est reconnu comme étant un cabinet sérieux. Après, si Bernie veut faire une évaluation comparative, il faut une revue critique qui prenne un cabinet aussi, voilà, qui tienne la route. Après, C'est très clair, Régis. On a le temps pour une dernière question. Possibilité d'interroger nos deux experts. Si pas de questions, moi je m'en saisis pour me tourner vers Marie et Guillotin. Peut-être que vous avez des illustrations de projets que vous avez pu accompagner à l'Adria en termes justement d'amélioration du cycle de vie de l'emballage, en tout cas d'amélioration du poids carbone sur différents points. Alors nous, on ne fait pas forcément d'analyse carbone, de mesure de ce type d'indicateur. Après, je ne peux pas forcément vous citer de nom en particulier d'industriels. Ce qui est sûr, ce qui est vraiment clé, ce qui pour moi est important, c'est qu'on a beaucoup, par ces temps très agités sur le plastic bashing dont Régis parlait tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de demandes qui arrivent par la clé d'entrée de je veux des emballages vertueux, c'est-à-dire des emballages sans plastique. Et, donc nous, la majorité des accompagnements qu'on fait au niveau des industriels dans le choix de leurs emballages, c'est de leur dire la clé d'entrée, c'est pas de dire je veux pas de plastique, c'est un de vos critères dans votre souhait de développement, mais on va d'abord bien étudier ce que je vous dis, étudier votre produit, étudier ses propriétés qui sont à conserver, les durées de vie, votre circuit de distribution, pour voir si effectivement il y a réellement des solutions qui existent, qui sont sans plastique pour répondre à cette demande-là. Et si on peut trouver des solutions sans plastique, tant mieux pour répondre à votre besoin, mais c'est pas forcément le Saint Graal. Et c'est surtout éventuellement travailler sur du plastique monomatériau qui va être recyclable et éviter de tomber dans des solutions justement hybrides dont on parlait, carton plus plastique, qui finalement vont pas être recyclables, qui vont impacter plus la filière qu'autre chose. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire on prend le temps, on se pose, on tempère et on part pas dans cette émotion-là de vite, il faut que je fasse quelque chose pour supprimer mon plastique, parce qu'il y a que quelques catégories de produits qui sont vraiment flagués plastique interdit. Il y a notamment tout ce qui est fruits et légumes, et il y a une intervention demain justement sur ce sujet-là. En tout cas, effectivement, le souci de la cohérence, c'est ce qui prime. Merci Marie, merci Régis, merci à nos deux intervenants.